Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent. Qu'est-ce que le hasard? Psychologie, science, art, philosophie, société. Comment le hasard guide les hommes? De Denis Lejeune. Croyez-vous au hasard? Est-il la manifestation du destin, ou bien la preuve que la Terre ne tourne pas rond? Depuis plus d'un siècle, physiciens, philosophes, penseurs, artistes, biologistes, statisticiens et psychologues lèvent progressivement le voile sur le mystère du hasard. Ce livre, écrit avec humour et érudition, est le roman de ces découvertes parfois surprenantes sur l'aléatoire et ses faux amis, le chaos et la nécessité. Mais l'auteur n'en reste pas là. Il démasque un à un les indices qui montrent que notre société est en guerre contre le hasard. Poursuivons-nous, en matière d'écologie, d'économie, d'architecture, d'éducation, un rêve d'ordre absolu qui risque de produire des effets plus désastreux que le cours naturel des choses? Mettant en garde contre cette tendance, l'auteur conclut sur quelques pistes pour redonner de la couleur aux situations courantes et sortir de la monotonie consumériste de nos vies. Elle est, peut-être trop sage. Né à Paris, élevé entre l'Afrique, l'Europe et les Antilles et vivant actuellement en Chine, Denis Lejeune est docteur en littérature comparée. Il a consacré sa thèse au hasard et a enseigné à l'université de Reading, en Angleterre. Des notes sont disponibles sur les versions e-book et brochées du livre. Introduction, le hasard contre nous. Tout livre, toute réflexion sur le hasard, est une bataille perdue d'avance. Mais c'est presque une aubaine. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un baroud d'honneur? Pavel me l'a dit. La peur atavique du hasard. Faut-il se débarrasser du hasard? Doit-on, oui ou non, se passer de son aide? Car c'est un fait indiscutable. L'homme n'a jamais été à l'aise avec lui, et aujourd'hui peut-être encore moins qu'hier. En un sens, l'histoire de l'humanité depuis les origines peut même être vue comme une course contre le hasard. Pourquoi cela? En vertu d'un instinct de préservation particulièrement aiguisé. Pour essayer de comprendre cette méfiance atavique, considérons les 5 événements suivants. L'extinction massive du Permien, l'ensevelissement de Pompéi, la peste noire du milieu du XIVe siècle, la prise d'otage de Munich en 1972 et le tsunami de 2003 dans l'océan Indien. En dépit de l'absence apparente de lien, il y a pourtant bel et bien un point commun entre eux, l'inattendu. Le fait qu'un événement terrible puisse advenir sans prévenir, qu'il puisse prendre les choses, les animaux et les gens au dépourvu. Le caractère totalement incompréhensible, et par là même extrêmement inquiétant, des catastrophes naturelles, permet donc de comprendre que l'homme ait vite pris le hasard en grippe, et qu'il ait cherché à s'en prémunir. Jusqu'à une époque assez récente, le seul moyen de mettre un peu de sens dans les aléas de la vie était d'avoir recours au mythe et à la religion. Tous deux offraient un exutoire facile aux inquiétudes de l'homme, aux prises avec l'inconnu et l'imprévisible. En lieu et place d'une logique causale, une logique de l'intention divine. Mais si la religion a un défaut majeur, c'est de ne pas fournir d'explication, de ne pas permettre la prévision. Or, prévoir, c'est prévenir, c'est contrôler l'imprévisible. Dans sa course contre le hasard, le grand bond en avant de l'homme aura donc eu lieu avec le développement des sciences. Heureusement pour lui en effet, le monde obéit à la causalité. Or, dès lors qu'on s'en convainc, le comprendre n'est plus qu'une question d'observation, et déjouer les plans de l'imprévu devient envisageable. Sans doute, la science n'est-elle pas née exclusivement de notre insatiable besoin de sécurité, mais il est indéniable qu'en nous permettant de saisir le rapport entre des facteurs apparemment séparés, elle nous a donné la chance de pouvoir anticiper. C'est bien à ce radical changement d'optique, ce passage de Dieu aux équations, que revient le progrès fulgurant qui a caractérisé les 2 derniers siècles. À partir de l'invention de la machine à vapeur, les événements se sont en effet accélérés à une vitesse qui peut raisonnablement sembler exponentielle. Sidérurgie, électricité, radiophonie, antibiotiques, aviation, nucléaire, cybernétique, aérospatiale, greffe du cœur, Internet, photographie numérique.
L'impact du progrès scientifique sur notre lutte quotidienne contre l'imprévisible est profond. Pour prendre quelques exemples, depuis plusieurs années, le Japon a rendu légalement obligatoire l'inclusion de mesures antisismiques dans la construction de tout nouveau bâtiment, afin de limiter au minimum le nombre de victimes dans le cas d'un tremblement de terre. Les zones particulièrement propices aux ouragans, telles que les Caraïbes, la Polynésie et le sud des États-Unis, sont constamment surveillées par des services météorologiques spécialisés qui avertissent la population dès que l'un d'eux pointe le bout de son œil. Même chose pour les volcans menaçant des agglomérations. Les savants fous. Pour autant, le progrès, c'est-à-dire la multiplication de victoires de l'homme sur le hasard, n'annihile pas totalement le danger. En 1995, le tremblement de terre de Kobe a coûté la vie à 6500 personnes. La sécheresse de 2003 a fait près de 15 000 victimes en France seulement. Inondation de la Nouvelle-Orléans en 2005 a été fatale à 1500 personnes. C'est simple. On estime qu'entre 1994 et 2004, les catastrophes naturelles ont fait près de 800 000 morts. Ces victimes, il serait bien sûr mesquin, voire malhonnête, de les imputer au progrès. Après tout, les bilans auraient été largement plus lourds sans les outils de prévision et de lutte que le progrès scientifique nous offre. Pour information, les historiens estiment que la peste noire, 1346 à 1350, aurait scellé le sort de près de 25 millions de personnes en Europe, soit un quart de la population de l'époque. Ceci étant, il est important de ne pas tomber dans l'angélisme scientifique. En dépit de ses bienfaits, le progrès ne se caractérise pas par l'harmonie universelle à laquelle on lui voyait donner naissance au XVIIIe siècle. La domestication apparente de l'imprévu n'a pas eu les résultats escomptés. Le progrès donne, mais il reprend aussi. La science est parfaitement amorale. Les propriétés de la matière ne peuvent contenir en elles-mêmes de direction de cet ordre. Il serait ridicule de faire les gros yeux à l'atome sous prétexte qu'il peut devenir radioactif. Par contre, pour la bonne et simple raison que les sciences sont une discipline éminemment humaine, l'application des découvertes scientifiques se teinte en toute logique d'un fort degré de moralité. Ce n'est pas la science, mais ce qu'on en fait, qui est moral ou non. La fission de l'atome donne aussi bien lieu à une source d'électricité formidable qu'à Hiroshima et Nagasaki. Comme le montre cet exemple, ce sont souvent les militaires qui mettent le doigt sur le côté déconseillé aux enfants des sciences. La bombe A en est l'illustration la plus emblématique. Mais elle est loin d'être isolée. Dans la Grèce antique, Archimède aurait anéanti la flotte romaine venue prendre Syracuse grâce à la propriété focalisante des miroirs concaves. Dès le Xe siècle, les Chinois mettaient au point les armes à feu. Plus près de nous, en 1915, l'armée allemande écrivit les premières lignes de l'histoire de la guerre chimique en utilisant des vapeurs de chlore. Suivirent en 1917 le gaz moutarde, le tabac en 1937, le sarin en 1939, le saumon en 1944, en 1961 l'agent orange. En un sens, le dieu Mars ne s'est jamais mieux porté qu'aujourd'hui. Grâce à la science, ou plutôt à son détournement à des fins souvent douteuses, chaque conflit du XXe siècle a pris des proportions gigantesques. La Première Guerre mondiale a coûté la vie à plus de 37 millions d'individus, la seconde à près de 60 millions. À elle seule, la guerre du Vietnam a fait plus de 6 millions de morts, auxquels s'ajoute le demi-million de victimes de la guerre d'Indochine. Bref, un étrange rapport semble s'être instauré avec le constant progrès des sciences. Plus la vie est facile, plus la mort trouve de nouvelles voies. Mais le progrès a eu un effet plus pernicieux encore. L'image la plus marquante de la Seconde Guerre mondiale est probablement celle des camps de concentration et des détenus faméliques, ombre d'eux-mêmes, qu'on découvrit à la Libération. Au niveau pratique, la Shoah repose sur l'utilisation du Zyklon B, un gaz découvert en 1920 par Fritz Haber, un juif travaillant en Allemagne. Mais la Shoah est aussi bien, davantage que ça. Car au niveau idéologique, la Shoah est l'instrument d'une théorie sociale et politique nazie globale qui se veut scientifique. Que veut dire l'adjectif ici? Il implique un raisonnement logique, le recours à un discours de justification fondé sur le domaine des sciences,
et l'application systématique des solutions jugées, sur des critères censés rationnels, les plus efficaces. À partir de la prémisse scientifiquement infondée selon laquelle la race aryenne est la vraie représentante de toute l'humanité, et c'est par application divine que le peuple allemand doit maintenir sa pureté raciale. Mein Kampf, Hitler et son gouvernement mirent en place une série de mesures qui frappent aujourd'hui par leur côté méthodique, minutieux, froid, presque détaché. C'est ainsi que plusieurs lois furent successivement votées, qui instaurèrent une politique eugéniste. L'eugénisme n'est, il est vrai, pas une nouveauté nazie, mais l'organisation d'une société autour de cette doctrine et son application pratique systématique le sont. Parallèle à la logique de l'eugénisme, bonne naissance, l'euthanasie, bonne mort, a aussi naturellement été vivement encouragée par l'Allemagne nazie, grâce à ses médecins, catégorie socio-professionnelle la plus nazifiée, à hauteur de 69%. Enfin, bien sûr, dernier volet de cette approche scientifique de la société en vue de la purification, le gazage systématique des Juifs. Autrement dit, la tentative d'annihilation complète et définitive d'une communauté humaine historiquement et culturellement définie. On estime généralement que 3 millions de Juifs ont péri dans les chambres à gaz, auxquels s'ajoutent les 3 autres millions qui furent victimes du travail forcé, des conditions de transport et autres privations. On mesure donc combien, sans les avancées théoriques et pratiques de la science, mais plus encore sans l'adoption au niveau social et politique d'un raisonnement hérité directement du positivisme et du scientisme, l'histoire du nazisme aurait été fort différente. Il serait difficile d'énumérer tous les problèmes, philosophiques en particulier, associés à une telle approche de la société, mais celui qui m'intéresse particulièrement est celui du contrôle. L'eugénisme, par exemple, ne peut exister qu'à la faveur d'une régimentation stricte des populations, afin d'éviter tout risque de dégénérescence. S'autoriser à juger du droit d'un individu à la vie passe nécessairement par une surveillance étroite de son comportement, de ses rapports sociaux, une foi aveugle dans l'avis des experts psychiatriques, etc. Au final, les tentatives pour orienter les populations dans le droit chemin, outre qu'elles courent le risque de reposer sur des interprétations sans fondement, visent une société où tout se déroule parfaitement, où les attitudes et opinions suivent un même modèle, où par conséquent, rien ne vienne perturber un ordre préétabli, sans heurts et harmonieux. En d'autres termes, les eugénistes veulent tirer un trait final sur le hasard, ou ce que la vie comporte d'imprévus, de défis, de surprises, de différences. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle eugénisme et démocratie ne peuvent théoriquement s'entendre. Celle-ci est le lieu des débats, des problèmes, des divergences, des crises, à tel point qu'elle ne fonctionne réellement que dans la contestation. À l'inverse, l'eugénisme nie le démos, ou plutôt il ne l'accepte qu'à partir du moment où celui-ci marche au pas, où le cerveau collectif est suffisamment lavé pour ne plus pouvoir penser par lui-même. L'eugénisme ne fonctionne que dans l'uniformité. Chasser le naturel. À tout problème existe une solution qui est simple, propre et erronée. H.L. Mencken. On vient de le voir, l'absence de mode d'emploi prescriptif du progrès peut avoir des conséquences catastrophiques inattendues. Pour autant, l'imprévu n'est pas lié uniquement aux excès et partis pris interprétatifs humains. Le fonctionnement interne du progrès, censé former un rempart contre les attaques du hasard, a en effet progressivement mis en lumière une dialectique assez retorse. Dans le monde entier, depuis quelques mois, il est possible de compenser les émissions de dioxyde de carbone qu'entraînent nos voyages. Idée apparemment fort louable, sachant que notre empreinte environnementale pour un vol Paris-New York s'élève à 2,56 tonnes de CO2. Mais il y a un problème. Certains de ces projets d'offsetting qui, certes, partent de bonnes intentions, peuvent en effet avoir des conséquences graves sur l'environnement. Ainsi de la compensation par le biais de la plantation d'arbres, les arbres étant censés absorber le dioxyde émis. Malheureusement, on oublie de préciser que dans un premier temps, les arbres meurent ou brûlent, auquel cas ils rejettent leur carbone dans l'atmosphère. Ensuite, le phénomène de respiration des arbres signifie que les plantations créées aujourd'hui participeront activement au réchauffement planétaire au début du siècle prochain,
au lieu de lutter contre lui. Enfin, les plantations s'avèrent très largement parasitiques, puisque pour leur faire de la place, on détruit bien souvent des milieux naturels. Ainsi, au cours des années 80, 75% des nouvelles plantations introduites dans l'hémisphère sud ont remplacé des forêts préexistantes, ce qui libéra quelques 700 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Le mécanisme dialectique en question est donc le suivant. Une solution est apportée à un problème, mais cette solution donne naissance à un nouveau problème. En d'autres termes, alors même que l'homme, par le biais de la maîtrise que lui offre le progrès scientifique, pense fermer la porte au nez de l'inconnu, se taille dans son dos d'autres ouvertures par lesquelles le hasard refait son entrée. Quelle moralité faut-il retirer de cet exemple, parmi tant d'autres? Que les solutions miracles n'existent pas. Quoi qu'on en dise, au niveau technique en particulier, les avancées charrient leur lot d'inconvénients avec elles. L'idée selon laquelle il n'y a pas de problème, que des solutions, en plus d'être un bon mot, a sûrement une part de vérité. Mais elle masque aussi le fait que toutes les solutions ne sont pas équivalentes. Ici comme ailleurs, l'habit ne fait pas le moine, et c'est faire une grossière erreur que d'imaginer que les solutions parfaites tombent du ciel. En fait, les solutions parfaites sont rares, très rares, et celles qu'on adopte pour parer à un problème sont la plupart du temps des approximations de solutions. Il ne s'agit pas d'interdire les avancées techniques, ni de s'en prémunir comme de la peste. Simplement, on a peut-être tendance à se laisser aveugler par le côté positif des inventions, qui flattent notre créativité, sans forcément chercher à en connaître la face cachée. Une prise en compte plus globale du progrès technique et technologique pourrait mener à une attitude plus mesurée. Le penseur Edgar Morin parle d'écologie de l'action pour décrire le fait qu'une action ne peut être isolée de son contexte. En d'autres termes, qu'en se focalisant sur elle, on court le risque de passer à côté de son influence sur l'environnement global dans lequel elle s'inscrit. Répétons-le donc, l'idée n'est pas de mettre la clé sous la porte et d'en rester où l'on en est, voire de chercher à revenir en arrière. Il s'agit juste de ne pas simplifier les défis qui s'offrent à nous. Il faut apprendre à voir en nuances de gris, abandonner la vision manichéenne en noir et blanc. La connaissance, ainsi que le dit encore Morin, progresse en intégrant en elle l'incertitude, non en l'exorcisant. L'incertitude. L'inquiétude exagère toujours la vérité. Vercors. Selon plusieurs sociologues et historiens actuels, le potentiel destructeur de la science, ainsi que les nouveaux problèmes que le progrès crée dans son sillage, ont laissé des traces très visibles sur la société occidentale des XXe et XXIe siècles. De l'image d'une science salvatrice, toute puissante au XIXe siècle, on est passé à la suite d'Hiroshima, Tchernobyl, AZF, à la suite également de l'augmentation du nombre de cancers ou du réchauffement planétaire, à un tableau beaucoup moins enchanteur. Pour paradoxal que cela puisse paraître, l'enrichissement incessant de nos connaissances s'accompagne d'un renforcement de notre incertitude quant au véritable visage du progrès et quant à la vie dans son ensemble. Or, comment l'homme, post-moderne, décide-t-il de faire face à ces peurs exacerbées? En continuant manifestement avec toujours plus d'acharnement sa recherche du savoir, sa course au contrôle. En somme, son incertitude l'incite à chercher dans la pratique le réconfort du connu, du carré, du propre. Les arbres compensent ses voyages, l'ordre matériel compense le désordre de son esprit. Du cercle vertueux escompté au XIXe siècle, l'heure est aujourd'hui au cercle vicieux. Se pose alors une question cruciale. Où se situe le point au-delà duquel le contrôle, l'anticipation des risques, la protection, deviennent une obsession malsaine et vide de sens? Question difficile, c'est évident. Mais y réfléchir pourrait nous aider à faire la part des choses entre l'homme équilibré et celui qu'il convient d'appeler hypocondriaque. En poussant quelque peu la logique préventive en effet, on constate que ces implications peuvent être fort critiquables. L'imprévisible peut par définition advenir de n'importe quel côté, à n'importe quel moment. Par conséquent, quiconque songe à se protéger des aléas de la vie peut en arriver à la dérangeante conclusion suivante. Il faut se prémunir de tout. Ce qui est assez réaliste,
sachant que les connaissances de l'homme actuel le placent pratiquement en position de décider quelle place réserver au hasard dans sa vie. Mais paradoxalement, cet épanouissement de l'idée et de l'outil de contrôle, la connaissance toujours plus approfondie des risques nous menaçant, et donc la réduction théorique des dangers auxquels l'homme post-moderne peut être exposé, vont de pair avec une complexification du champ même du risque. L'incertitude entourant les effets de nos actions et de nos découvertes scientifiques fait du risque une notion de plus en plus difficile à évaluer, quantifier et au final éviter. Ainsi que l'exprime le sociologue Ulrich Beck dans un article récent, les victimes de Tchernobyl, des années après la catastrophe, ne sont encore pas nées. C'est pourquoi il décrit la société contemporaine comme la société du risque. L'heure actuelle voit ainsi, toujours paradoxalement, les plus belles heures du sentiment de vulnérabilité. Puisque tout peut s'avérer dangereux, l'homme post-moderne se sent plus fragile. Il se pose des questions en mangeant un steak de provenance non spécifiée, vérifie son taux de cholestérol tous les mois, tâte ses testicules ou ses seins dès qu'il le peut, contracte une assurance voyage quand il part en week-end à Zuidcote. Dans les mots de Benabar. Il boit de la bière sans alcool. Elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café décaféiné, avec du sucre désucrifié. Corrélat de cette Zeitgeist et comble de la société du risque, la crise de la responsabilité. Que tout est une cause, cela semble indiscutable. Cela dit, une évolution récente montre que cette observation de bon sens est de plus en plus pervertie et qu'elle sert toujours davantage à se dédouaner de ses propres fautes. Dans un raisonnement parfois proche de l'absurde, la logique du tout causal est invoquée pour rejeter la responsabilité de ses actions sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. La chose ne serait peut-être pas plus dérangeante que ça, si elle n'avait des répercussions pratiques d'envergure. Pour prendre un exemple simple, imaginons que vous branchiez votre ordinateur portable au mur d'une bibliothèque. Au bout de 10 minutes, une personne se prend les pieds dans votre fil et tombe, se foulant le poignet. Il y a 3 façons bien distinctes d'envisager cet incident. Soit c'est sa faute, soit c'est la vôtre, soit ce n'est la faute de personne. Si la version du tort partagé semble fidèle aux faits, les 2 autres apparaissent partiales, puisqu'elles occultent le fait que les 2 parties ont une part de responsabilité dans l'incident. Pourtant, aujourd'hui, la société possède un dispositif légal précisément taillé pour faire fi du bon sens dans ce genre de situation, le dédommagement. Dans Risk and Blame, l'anthropologue et sociologue Mary Douglas, qui a beaucoup réfléchi à la place prise par le risque et ses conséquences dans notre société, écrit « À qui la faute ?» Et la première question. Ensuite, quelle suite donner à la chose? Ce qui signifie « Quel dédommagement? Quelle compensation ?» La culture de compensation repose sur l'idée que tout peut donner lieu à un dédommagement. Elle implique par conséquent l'attribution d'une valeur financière au corps, aux biens et aux services, bref, à tout ce que le hasard peut gripper, enrayer, endommager, casser. Les doigts d'un pianiste, le manuscrit d'un obscur écrivain du XIXe siècle, un piéton en état d'ébriété ou un voyage. Et elle implique, plus encore, l'attribution nécessaire de la notion de faute. L'expression « culture de compensation » ne s'applique pas au cas légitime de demande de dédommagement, qui naturellement existe, mais dénonce la multiplication des procès intentés, et souvent gagnés, là où la culpabilité du défendeur semble très discutable. On entend parfois dire que cette culture est un mythe, et qu'elle repose sur des affaires excessivement médiatisées. Telle celle de Stella Liebeck, une vieille américaine qui gagna 2,9 millions de dollars en 1992 après s'être brûlé la jambe en renversant son mug de café McDonald's. Telle celle de Cyril Smith, un Anglais de 59 ans qui intenta, en 1996, un procès à la NHS pour avoir survécu à son cancer. 3 années plus tôt, on lui avait en effet annoncé qu'il ne lui restait qu'entre 3 et 6 mois à vivre, et il s'était donc arrêté de travailler. Tel encore le cas de ces soldats qui attaquent l'État pour avoir subi des blessures physiques et ou psychologiques dans l'exercice normal de leurs fonctions. Ainsi que l'exprime un rapport anglais, la culture de compensation est un mythe, mais le coût de cette croyance est bien réel. En effet,
Et pour rester en Angleterre, le montant des dédommagements versés pour négligence médicale par la NHS s'élevait à 85 millions de livres en 1991. En 2000, il dépassait les 500 millions. Les raisons pratiques favorisant la culture de compensation sont multiples. Par exemple, l'autorisation pour les avocats anglo-saxons d'offrir gratuitement leurs services, c'est-à-dire que le client ne paie que s'il gagne son procès. Autre facteur, la possibilité pour les avocats de faire de la publicité. Mais, remarque le sociologue Frank Furedi dans un essai intitulé Courting Mistrust, le milieu légal n'est pas le seul à blâmer. Les syndicats, parfois même le gouvernement, incitent à intenter des procès pour dédommagement. Un rapport ministériel anglais de 1993 déclarait ainsi que « les plaintes sont des joyaux à chérir ». L'ennui avec cet enthousiasme, ce sont ses effets pervers. Une partie non négligeable des efforts financiers consentis par les organisations et sociétés diverses est en effet orientée vers la protection contre la possibilité de demande d'indemnité, et constitue par conséquent un manque à investir plus ou moins important dans d'autres domaines. Exemple, l'avertissement, ce produit peut contenir du lait, sur l'emballage d'un fromage, le panneau ne sautez pas, vous pourriez mourir, au sommet d'une falaise. Ou encore, suite à l'affaire Liebeck, la mise en garde sur tous les mugs dans lesquels sont servis les cafés à emporter que la boisson que vous êtes sur le point de boire est très chaude. L'heure est donc bien souvent davantage à la protection qu'à l'action. Il s'agit de mettre en place des mesures de précaution dédouanant telle ou telle société, tel ou tel organisme, dans le cas toujours possible d'un accident. Maintenant qu'il est écrit sur votre mug que le café chaud est chaud, vous n'avez plus de moyen légal de rejeter la faute de votre maladresse sur celui qui vous a vendu son produit. Cette protection institutionnalisée entraîne deux autres conséquences d'envergure, avec d'abord une perte de liberté non négligeable pour les particuliers. Depuis quelques années, les interdictions apparaissent à tous les coins de rue. Interdiction de porter des rollers, interdiction de faire de l'apnée en piscine, interdiction de se promener dans les parcs par grand vent, car des branches pourraient tomber, interdiction de marcher sur certains trottoirs, etc. Afin d'éviter toute poursuite éventuelle, la tendance générale va vers une restriction toujours plus tentaculaire de ce qu'il est autorisé de faire. La seconde conséquence en question est celle de la perte d'initiative, encore une fois sous prétexte qu'un accident peut si vite arriver. Les exemples, à nouveau, sont nombreux. Dans les crèches, certaines éducatrices empêchent aux enfants de se livrer à des activités à risque, telles que monter sur une chaise un temps soit peu haute. En raison de quelques accidents très médiatisés, les écoles réfléchissent à deux fois avant d'envoyer leurs élèves en voyage scolaire, ou alors à grand renfort d'assurance et de décharge de responsabilité. À cause de la peur du pédophile, les Pères Noël anglais ne peuvent porter les enfants, encore moins les prendre sur leurs genoux. Toujours en Angleterre, certaines écoles primaires refusent maintenant les activités en plein air, puisqu'on peut y attraper rhume, angine ou grippe, voire interdisent certains jeux collectifs sous prétexte que les enfants peuvent se blesser. Ces comportements sont l'héritage direct de la facilité avec laquelle certaines personnes peuvent incriminer un tiers dont la responsabilité est souvent douteuse et pire encore, avoir gain de cause. En un sens donc, il en va d'une certaine logique, si la loi permet à des profiteurs d'inventer une faute imaginaire, là où d'autres ne voient rien d'autre que le cours normal des choses, on peut comprendre que se couvrir devienne un automatisme. Si l'on suit ce raisonnement jusqu'au bout, ce vers quoi semble tendre la société actuelle, anglo-saxonne de prime abord et continentale, selon toute vraisemblance à terme, est par conséquent le fameux syndrome du risque zéro. Qu'est-ce que ce risque zéro? C'est l'idée hasardicide par excellence, à savoir l'idéologie, voulant que plus rien d'imprévu ne puisse plus arriver. Le risque zéro, c'est vouloir réussir la gageure de ne plus prendre de risque du tout, assortie de celle de ne plus en courir. En hygiène hospitalière par exemple, cela veut viser l'élimination totale de tous les risques d'infection liés aux microbes et aux bactéries. Des couloirs, des lits, des télécommandes, des pansements, des courants d'air, des plateaux repas, des téléphones portables, des bouches du corps médical. Idéalement,
On ne mourrait plus que de la raison pour laquelle on est entré à l'hôpital. Et encore. L'idée est noble. Et ni moi ni personne de sensé ne préconise un retour aux hôpitaux du XVIIIe siècle. Pour autant, il est peut-être bon de rappeler que la vie repose sur les microbes et sur les bactéries. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.